Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir quel aménagement demander lorsque son enfant a un trouble des apprentissages. Que votre enfant soit dyslexique, dysorthographique, dyspraxique, multidys, qu'il ait un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, vous vous demandez bien qu'est-ce que ça veut dire concrètement des aménagements scolaires. Qu'est-ce que vous allez voir, préparer et mettre en place avec les enseignants. C'est à cette question que je réponds dans cette vidéo. J'ai essayé de balayer le plus large possible pour vous proposer tout un panel d'aménagements possibles à demander et à mettre en place. Alors dans une précédente vidéo, on avait vu quelle était la démarche à suivre pour mettre des aménagements en place à l'école, au collège et au lycée. Et maintenant vous allez me dire, ouais ok, j'ai bien compris cette histoire de réunion, mais concrètement, je demande quoi moi pour mon enfant? Alors si vous en êtes à ce stade-là, cette vidéo est faite pour vous. Alors la première chose importante à vous rappeler, c'est, moi ce que je vous recommande, c'est de toujours partir des bilans pluridisciplinaires qu'a eu votre enfant. Que ce soit orthophoniste, ergothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue, ils sont souvent très riches d'informations. Alors au niveau notamment, alors peut-être pas dans tout le déroulé du bilan, mais de la conclusion. Et il y a bien souvent, comme dans celui-là, nombreuses pistes à mettre en place qui vous sont proposées. Donc ça va vous permettre un petit peu de savoir quels aménagements demander. Alors du coup, bien sûr, après, pour demander ces aménagements, vous allez pouvoir en parler avec ces thérapeutes, ça qui vont vous aider à identifier ce qui va pouvoir aider votre enfant à apprendre, hein, parce que je vous rappelle que le but des aménagements, il y a plusieurs buts dans les aménagements, ça va être soit de compenser un manque, hein. L'enfant qui ne voit pas bien, on va lui mettre des lunettes. L'enfant qui a du mal à lire, on va lui proposer plutôt quelque chose d'oral. L'enfant qui a du mal à écrire à la main, on va lui proposer un ordinateur. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt le côté compensation. Après, on va lui fournir aussi tout ce qui va permettre d'adapter à sa difficulté. Donc, on va voir un petit peu justement comment adapter tout ce qui est support, lui proposer du matériel spécifique, ou enfin voilà, on va voir le point un petit peu, on va faire le point de tout ça. L'autre chose importante aussi à rappeler, c'est que chaque enfant est unique, donc les aménagements qui vont fonctionner pour un enfant ne fonctionneront pas forcément pour un autre enfant. Donc c'est pourquoi ça peut être compliqué pour les enseignants, je pense notamment au collège ou au lycée où un enseignant peut avoir plusieurs centaines d'élèves, ça va être compliqué pour lui d'aménager pour chaque enfant, donc on va voir un petit peu que proposer et comment on peut faire. Alors pour que ce soit plus clair, j'ai classé en 6 catégories les types d'aménagements qu'on peut demander. Alors, on va commencer avec les supports qui me semblent le plus important. On verra après l'aménagement de l'espace, du temps, les outils, l'aspect relationnel et on finira avec tout ce qui concerne les ordinateurs et les logiciels qui vont avec. Alors, au niveau des supports, qu'est-ce que j'appelle support? C'est ce qui est écrit. Hein. Donc, ça va être le cours, ça va être les supports pour apprendre le cours, ça va être le support pour les exercices, ça va être les supports pour les évaluations. Alors, autre chose d'important aussi, vous trouvez pas mal d'informations dans ce document qui est le document type qui sert le document de base pour mettre en place un PAP. Donc vous retrouvez pas mal de choses là-dedans. Voilà, donc au niveau du support, bien souvent ce que vous allez demander à l'enseignant, c'est de fournir le support sous forme dactylographie, hein, pour que l'enfant n'ait pas lui-même à prendre le cours, parce que peut-être que ses difficultés de lecture l'empêchent, ses difficultés d'écriture aussi, mais ses difficultés de repérage aussi, dans le cas d'une dyspraxie, ses difficultés d'attention aussi, dans le cas d'un TDAH. Enfin, souvent, les supports, c'est un petit peu ce qui est un petit peu commun à tous ces enfants qui ont des troubles des apprentissages, et c'est le premier point sur lequel il va bien falloir insister, c'est de demander aux enseignants des supports dactylographiés, enfin, vous voyez, numérisé, enfin voilà, je ne sais pas comment dire, enfin voilà. Donc, plusieurs possibilités. L'enseignant peut donner en début d'année tout le cours de l'année. Donc moi, ce que je vous partage là, c'est du vécu, hein, puisque j'aide
j'aide encore actuellement un jeune dyslexique qui est en 5e chez lui, et donc je vous explique un petit peu ce que les différents professeurs lui proposent. Donc, première possibilité, les professeurs qui vont donner le cours pour toute l'année. Deuxième possibilité, alors complet ou à compléter. Hein. Voilà, deuxième possibilité, ça va être le professeur qui donne le cours après chaque cours. Donc là, l'enfant va donner sa clé USB, on va lui rendre, ou l'autre possibilité, c'est le professeur l'envoie dans un message via l'espace numérique de travail, envoie le cours, voilà, après chaque soir à la fin du cours. Voilà, ça c'était pour les cours. Après, l'autre possibilité aussi, c'est d'avoir un scanner ou une souris scan pour scanner le cours pris par un copain. Alors ça, moi, le jeune que j'aide, je ne l'ai jamais vu. Il a pourtant une souris scanner, mais je pense que ça doit être plus compliqué à la fois au niveau, comment je pourrais dire, pas se sentir en difficulté vis-à-vis des copains, d'aller lui dire « tu veux bien passer ton cours, que je le scanne, etc. » Puis peut-être aussi au niveau gestion du temps, etc. Enfin, pour lui, ça, il ne l'a jamais fait. Hein. Donc, en fait, sa maman, du coup, va rencontrer chaque professeur pour qu'il trouve une solution pour qu'il ait le cours de façon en format numérique. Voilà, donc ça, c'est comment avoir ce cours. Après, par rapport à ça, ça va être à quoi il ressemble ce cours. Hein. Vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants dyslexiques, notamment, qui arrivent mieux à lire certaines polices d'écriture que d'autres. Qui arrivent mieux à lire dans certaines tailles que d'autres. Ou alors pour des enfants aussi qui ont des difficultés au niveau du regard, qui vont avoir besoin d'avoir une ligne sur deux en couleur. Enfin voilà, il y a tout un tas d'aménagements possibles comme ça. Alors ça, c'est là que je vous disais que demander ça à l'enseignant, honnêtement, moi qui suis enseignante, ça me paraît un petit peu compliqué qu'il puisse adapter pour chacun des enfants qui a un PAP, surtout sachant qu'on n'a pas forcément, que les enseignants n'ont pas de temps supplémentaire pour s'occuper de ces enfants à besoins éducatifs particuliers. Donc peut-être que le mieux, c'est demander le cours au format numérique, et vous après peut-être que vous pouvez le transformer, je ne sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous pouvez le transformer pour qu'il corresponde à votre enfant. Alors après les supports pour les exercices, eh bien on va avoir bien souvent tout ce qui est QCM, hein, pour limiter au maximum l'écriture. Ça peut être aussi de proposer, alors exercice, évaluation, ça va pas mal ensemble, mais ça peut être aussi de proposer de répondre à l'oral, et puis quelqu'un écrit pour l'enfant, une AESH s'il en a une, le professeur, enfin voilà, d'avoir ce qu'on appelle un scripteur. Et puis aussi, ça peut être, alors je vous remonte ce petit livre-là que je trouve pas mal fait, et qui propose à la fin, voilà, ici, pas mal d'aménagements. Je reviendrai sur ces aménagements-là, mais voilà, qui vous propose, par exemple, ici, je mettrai la photo, qui vous montre comment aménager en allégeant une feuille d'exercice, en proposant un seul exercice par feuille avec le moins de distracteurs possible. Donc ça peut être une autre forme d'aménagement pour les exercices. Ça, c'était ce qui concernait les supports. Alors, on y reviendra quand je vais parler de l'ordinateur, mais justement, pour aménager tous ces supports, vous avez différents logiciels qui existent. Vous avez Lire Couleur qui fonctionne avec OpenOffice et le ruban Word du cartable fantastique qui permettent, ce que je disais, de mettre en couleur. Ça peut même mettre les syllabes ou certains sons en couleur. Enfin voilà, il peut permettre vraiment d'avoir quelque chose qui correspond à votre enfant. Après, au niveau aussi du support d'exercices, de rédaction, de choses comme ça, vous avez aussi un générateur de feuilles sur le site des Moulins qui propose des feuilles que vous pouvez réaliser telles que vous les souhaitez, enfin, la taille de l'interligne, la couleur de l'interligne, etc. Ça peut être intéressant pour des enfants qui ont des difficultés d'écriture mais qui ne sont pas passés à l'ordinateur. Donc voilà, ça c'était le premier point, c'était ce qui concernait les supports. Après, le deuxième point auquel j'ai pensé, moi, c'est tout ce qui concerne l'espace. Donc là, peut-être que vous allez demander que votre enfant soit près du tableau, peut-être plutôt au fond de la classe pour ne pas avoir à se retourner, isolé des autres, enfin, mettre face à un mur quand il travaille seul. Enfin, il y a plein de possibilités aussi, mais ça, c'est aussi un deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est tout ce qui est aménagement de l'espace. Alors, pareil avec aménagement de son espace de travail, où est-ce qu'il range son matériel, comment il s'organise, enfin, tout ce qui concerne voilà, l'aménagement de l'espace.
Après, le troisième point, ça va être l'aménagement du temps. Alors, l'aménagement du temps, bien sûr, on retrouve pour les examens tout ce qui est tiers-temps. Alors, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur comment mettre en place des aménagements pour les examens. Je vous mets le lien ici. Et dans cette vidéo, il y a un enfant que j'ai aidé qui nous explique comment il a mis à profit son tiers-temps. Donc il y a deux grandes façons d'utiliser un tiers-temps, que ce soit en évaluation, en examen. Ça va être soit pour avoir plus de temps, pour lire, pour comprendre les consignes, pour surligner, enfin voilà, pour mettre en pratique sa méthode. Et ça peut être aussi un tiers-temps pour faire des pauses, pour s'arrêter quand le temps de concentration est limite. On peut utiliser ce tiers-temps pour faire des pauses. Ça, c'est aussi important à savoir. Après aussi au niveau du temps, vous avez l'utilisation de tous ces outils qui permettent de mesurer le temps, les timers, les sabliers, voilà, peut-être que votre enfant aura besoin de ramener son timer à l'école pour rester concentré, peut-être qu'il l'utilisera simplement à la maison. Voilà, au niveau du temps aussi, une dernière chose qui me paraît importante, c'est de bien... Enfin, les enfants comme ça qui ont des troubles des apprentissages ont besoin de bien se repérer dans le temps. Donc peut-être que ça va être important de demander à l'enseignante ou au professeur, alors à l'enseignante, je pense plus à l'école primaire, d'afficher au tableau le programme de la journée pour que l'enfant puisse se repérer. Peut-être qu'au collège, ça va être important de bien demander au professeur de prévenir des dates de contrôle à l'avance ou de donner suffisamment de temps pour un devoir maison, une poésie à apprendre ou je ne sais quoi, vous voyez, que l'enfant sache un peu où il va, que son temps soit balisé. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut demander. Alors après, le quatrième point, ça va être tout ce qui concerne un peu plus l'aspect relationnel. Alors c'est de la même manière que je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur les étapes pour mettre des aménagements en place, comment mettre des aménagements en place. L'aspect relationnel, c'est ce que je vous avais dit, ça me semble quand même être le plus sensible, le plus compliqué. On est souvent, en tant que parent, comment je pourrais dire, on a envie du meilleur pour son enfant, c'est tout à fait légitime, et puis, enfin, voilà, on a fait des démarches, et c'est quelque chose qui nous demande de l'énergie, puis pour nous, dans notre tête, ça nous paraît clair. Si on demande ça, tout va rouler. Oui, mais alors aller demander, voilà, je sais pas moi, de mettre son enfant à un tel endroit de la classe, ça semble peut-être plus facile, j'ai envie de dire, ou lui laisser, on le verra après, utiliser une balle anti-stress, ça peut être assez facile, mais aller demander à l'enseignant de se montrer bienveillant, de valoriser son enfant, enfin, vous voyez, ça peut être peut-être des fois un petit peu compliqué et mal pris, hein, ce genre de choses. L'enseignant peut avoir l'impression d'être, il va vous dire, mais je connais mon métier, je sais ce que je fais, etc. Donc pour répondre à ça, j'ai écrit un article sur mon blog, sur le blog de capreussir.fr, où je reprends tout ça tranquillement, comment mettre en place un dialogue de qualité pour mettre en place des aménagements pour les enfants 10 et TDAH. Donc je vous propose d'aller regarder ça tranquillement, posément. Je ne l'ai pas fait en vidéo parce que je pense qu'il faut vraiment réfléchir, se pencher là-dessus et se projeter un petit peu là-dessus. Donc voilà, ça me semblait mieux de le faire dans un article sur le blog. Donc voilà, c'est tout ce qui concerne l'aspect relationnel. Au niveau de l'attitude, les points les plus importants quand même qui me paraissent à mettre en avant, c'est l'histoire de la grande fatigabilité de votre enfant. Alors, vous n'allez peut-être pas donner des conseils à l'enseignant, lui dire il faut que vous fassiez ça, mais déjà expliquez-lui. Voyez, tout ce que certains enfants font de manière automatisée, moi mon enfant, ça lui demande de l'énergie, de la réflexion. Donc peut-être qu'un autre enfant, il va pouvoir recopier ce qui est écrit au tableau de manière assez facile, ou même un enfant dyspraxique va pouvoir ranger ses affaires dans son cartable de manière automatique, et pas mon enfant. Donc il faut comprendre qu'il va se montrer plus fatigué, et quand il est plus fatigué, il est peut-être plus à cran, plus rigide, plus amorphe, enfin je ne sais pas, expliquer un peu ce qui se passe. Après j'en ai parlé rapidement aussi là, bien expliquer l'impossibilité de double tâche, puisque votre enfant, écrire le cours, recopier le cours, ce n'est pas automatisé, il ne va pas pouvoir faire ça, et en même temps écouter le professeur qui donne une autre consigne. Et puis le troisième point important aussi, qui me semble important d'insister au niveau de l'attitude, ça va être tout ce qui concerne l'estime de soi. Bien expliquer au professeur
que avant que le diagnostic soit posé, votre enfant s'est trouvé en situation de difficulté, voire d'échec pendant des mois, des années, et que du coup il a eu l'impression qu'il était vraiment quelqu'un de nul, et que du coup là il y a vraiment un travail à faire pour remettre en place cette estime de soi, pour reprendre confiance en soi. Donc voilà les points les plus importants, il me semble, au niveau de tout ce qui est relationnel. Il nous reste 2 points pour finir, tout ce qui est les outils spécifiques et puis tout ce qui concerne les ordinateurs. Alors voilà, moi j'avais fait une petite commande sur un site spécialisé que vous connaissez peut-être, c'est Hottoys, voilà, qui propose pas mal d'outils spécialisés. Alors vous avez par exemple ici, voilà, moi j'étais contente quand j'ai reçu ça, je me suis dit je vais pouvoir vous montrer tout ça. Donc, vous avez ici des règles de lecture, ça c'était un kit, hein. Vous voyez, différentes règles de lecture qui peuvent aider peut-être des enfants dyslexiques, mais peut-être aussi des enfants dyspraxiques qui ont du mal à se repérer dans la page. Donc vous avez un kit comme ça. Vous avez aussi ce qui est, allez je l'ouvre avec vous pour vous. Voilà, vous avez aussi ce qui est la balle anti-stress, vous voyez, qui se... Voilà, vous voyez, tout de suite un effet apaisant qui ne revient pas tout de suite, enfin voilà, qui peut permettre à votre enfant de se canaliser, de se calmer. Dans le même genre d'idée, je vais l'ouvrir aussi. Vous avez, hop, ça coince, les crayons, les embouts de crayons à mâchouiller, comme ça. Vous avez aussi, d'ailleurs, moi j'ai pris que les embouts de crayons, mais vous avez aussi plein de colliers de mastication qu'on peut utiliser pour les enfants comme ça, qui sont un petit peu nerveux. Donc ça peut être, voilà, demander l'autorisation d'utiliser ça. Vous avez aussi, je ne sais pas si vous connaissez ça, ce sont les guides doigts, pour bien positionner les doigts sur le crayon des enfants qui ont un peu du mal à écrire. Ici, après, vous avez un thermographe. Alors ça, j'en ai beaucoup entendu parler, mais j'ai jamais utilisé. Donc j'ai promis aux membres de mon groupe que j'allais m'entraîner à apprendre à l'utiliser et que je vous ferai une petite démonstration sur ma page Facebook. Donc dès que ce sera fait, je vous mettrai en commentaire et puis venez faire un tour sur la page Facebook de Cap Réussir pour voir comment on utilise un thermographe. Donc ça, c'est un petit peu le matériel spécifique. Mais on peut aussi avoir du matériel fait maison, hein. Vous avez par exemple la pâte à modeler. Moi l'année dernière, j'avais un élève dans un groupe d'aide à qui avait de l'agitation comme ça, et je lui avais proposé une balle anti-stress et ça lui convenait pas du tout. Et ce qui l'a vraiment apaisé, qui nous a permis d'avancer à chaque séance, c'était la pâte à modeler. De la même manière, avant de recevoir comment on appelle ça, mes aides de lecture, là, eh bien j'avais utilisé des petits intercalaires comme ça que j'avais trouvé qui servaient de grille de lecture, voilà, pour aider les enfants qui avaient un petit peu du mal à se repérer sur leur page. Donc vous voyez, ça peut être du matériel spécifique, du matériel qu'on détourne, du matériel qu'on fabrique, et puis aussi par exemple tout le matériel qui est fabriqué par les thérapeutes, les rééducateurs. Je pense notamment à tous les sous-mains qui peuvent aider vos enfants dyslexiques, qui ont pu être donnés par l'orthophoniste, donc demandez l'autorisation de l'utiliser en classe. Au niveau du matériel, ça va être aussi par exemple d'avoir le droit d'utiliser tout ce qui est aide-mémoire, tableau de conjugaison, table de multiplication, enfin toutes ces choses-là. Ça aussi, ça peut être quelque chose qu'on peut demander dans les aménagements. Après, vous avez aussi tout ce qui est, oui, j'avais un petit trou, vous avez aussi tout ce qui est, par exemple, règles, équerres, aimantés, qui est plus facile à tenir. Enfin voilà, sur le site Hottoys, et là pour le coup je suis pas du tout, j'ai pas du tout d'affiliation avec eux, mais c'est un site que je trouve vraiment chouette. Sur le site Hottoys, vous avez pas mal d'outils spécifiques. Et puis je vous l'ai dit, regardez dans les comptes rendus des thérapeutes. Important aussi, parlez-en avec votre enfant. Vous voyez, la pâte à modeler, ça c'est en discutant avec mon élève que j'ai trouvé, que nous avons trouvé ensemble cette solution pour lui permettre de se détendre, de se calmer. Alors après, vous avez, pour finir, tout ce qui est l'utilisation de l'ordinateur. Alors, qui dit ordinateur va dire quel ordinateur choisir, quel sac choisir. Alors ça, moi, je ne me suis pas du tout intéressée à cette question-là. Peut-être qu'un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, puis dans ce cas-là, je vous mettrai le lien. En tout cas, il existe
pas mal de groupes Facebook hein, pour les enfants ayant des troubles des apprentissages. Donc allez y faire un tour parce qu'il y a souvent des avis de parents qui sont vraiment, je trouve intéressants, par exemple pour choisir un cartable, un sac à dos spécial ordinateur, etc. Donc si vous prenez un ordinateur pour votre enfant, ben, pensez aussi au sac qui va avec. Pensez aussi aux clés USB, on l'a dit. Alors est-ce que votre enfant va avoir une seule clé USB qui va passer de professeur en professeur? Moi, l'élève que je vais aider chez lui, c'est ce qu'il fait, ça fonctionne. Mais peut-être qu'une clé USB par professeur, ça fonctionnera mieux pour votre enfant. Alors dans ce cas-là, ce que j'ai vu pas mal aussi sur les groupes Facebook, c'est un code couleur, vous savez, une clé d'une couleur qui va avec le cahier de la même couleur et pourquoi pas à la maison, le tiroir de rangement avec une pastille de la même couleur. Donc voilà, donc ordi, sac, clé USB, les scans, on en a parlé, les souris scans. Donc ça va être au niveau du matériel. Après, au niveau des logiciels. Donc je vous ai dit, vous avez tous les logiciels qui permettent d'adapter les cours. Donc lire couleur, le cartable fantastique qui permet aussi par exemple de poser les opérations, d'avoir une grille pour poser les opérations sur l'ordinateur. Vous avez aussi, donc je vous ai dit, le générateur de feuilles des moulins. Après vous avez tous les logiciels, alors ça c'est plus pour la maison que pour l'école, qui vont permettre d'apprendre le clavier. Hein, si votre enfant doit apprendre à taper vite, il va falloir qu'il s'entraîne. Le jeune que j'aide, c'est TapTouche qu'il utilise, mais il y en a d'autres. Je vous mettrai aussi des liens dans la barre d'infos. Voilà, ensuite vous avez tout ce qui est logiciel de dictée vocale. Alors savoir comment ça va être possible que votre enfant utilise à l'école, au collège, au lycée. Vous avez aussi tout ce qui est correcteur orthographique. Vous avez aussi, pareil, les logiciels pour réaliser des cartes mentales. Donc ça, le jeune que j'aide aime bien utiliser ces logiciels-là. Alors ça, vous allez me dire, c'est pareil, les cartes mentales, ça va être plus être à la maison. Mais ce qui peut être possible aussi, c'est si votre enfant ne recopie pas les cours parce que vous avez réussi à obtenir que les professeurs lui donnent au format numérique, ce qu'il peut peut-être faire, s'il a son ordinateur en classe, pendant que les autres prennent le cours, c'est que lui, il commence sa carte mentale. Comme ça, il est aussi actif, il est aussi dans la leçon et ça me semble plus intéressant pour lui que de passer du temps à recopier la leçon, qu'il va avoir du mal, il va avoir des fautes, enfin il va manquer des mots, etc. Après, vous avez aussi le logiciel OneNote. Je crois que ça marche pas mal pour les collégiens. Voilà, ça leur permet de s'organiser. Ils ouvrent un petit peu. Il m'expliquait ça. Il me dit, tu vois, ça fait comme un gros classeur. Puis tu as des intercalaires. Et puis, enfin, voilà, ça leur permet de s'organiser. Ils s'y retrouvent assez facilement. C'est pratique et rapide à utiliser. C'est à la fois l'agenda, le cahier de brouillon, etc. Je crois que le seul souci de OneNote, c'est qu'il n'y a pas de passage possible, il me semble, entre OneNote et Word. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais OneNote, ça peut être sympa à utiliser aussi. Et puis, je pense aussi au logiciel de géométrie, GeoGebra. Je vous en avais parlé dans ma vidéo « Réussir ses tracés de géométrie » qui peut être, l'étape après le tamographe, ça peut être l'utilisation d'un logiciel de géométrie. Donc voilà, dans tous les cas, si vous utilisez ces logiciels, je pense que c'est intéressant que votre enfant apprenne à les utiliser. Pour ça, il va sans doute avoir besoin de l'aide d'un ergothérapeute. Voilà, mais voilà, c'était pour moi, j'ai essayé de classer, vous voyez, dans ces 6 thématiques. On les reprend, on les redit, ces 6 thématiques d'aménagement possible. Donc l'aménagement des supports, l'aménagement de l'espace, l'aménagement du temps, l'aménagement plus relationnel, des outils, et puis ordinateur et logiciel. Voyez, après, il y a tout ce qui est aussi un petit peu organisation. J'en ai parlé vite fait donc avec cette histoire de code couleur, mais ça peut être aussi, par exemple, vous pouvez mettre sur le cartable, scotcher un petit peu tout ce que doit, une liste plastifiée de tout ce que doit contenir le cartable pour que votre enfant, alors ça va être par exemple plus à l'école primaire, pour que votre enfant puisse faire son cartable sans rien oublier. Vous voyez, des petites astuces d'organisation comme ça.
Voilà, moi, ce à quoi j'ai pensé. Alors, pour réaliser cette vidéo, je me suis servi de mon expérience avec ces enfants dyslexiques et dyspraxiques que j'ai aidés, avec ceux que j'ai eu en classe et dans mes groupes d'aide. Et puis, je suis allée aussi regarder sur Internet. Et là, je trouve qu'il existe vraiment beaucoup de choses, beaucoup de sites, très divers. Et j'avais un petit peu peur que vous vous noyiez là-dedans. C'est pour ça que j'ai essayé vraiment de regrouper par des thématiques. Je vous mettrai quand même 2-3 adresses de sites que j'ai trouvé intéressants. Il y en a un français, puis il y en a un belge et un canadien. Voilà. Donc pour avoir une vue d'ensemble, un petit peu pas se perdre et pas dire ah oui il y a ça et puis il y a ça et puis il y a ça. Non, l'idée c'est pas de remettre en quantité, c'est vraiment de mettre ceux qui correspondent le mieux à son enfant, qui sont le plus ajustés. Et je pense que pour faire ça, ça se fait petit à petit, on va faire des essais, on va essayer quelque chose, puis ça ne va pas fonctionner, puis on va essayer un autre, ça se fait dans les essais et dans le dialogue avec les enseignants, le dialogue avec les thérapeutes et le dialogue avec l'enfant, bien entendu. Voilà, j'ai fini ma petite série sur les aménagements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces 3 vidéos vous ont été utiles, si elles vous ont permis d'y voir plus clair. Je vous rappelle comme toujours que n'hésitez pas à les partager, à les diffuser. Plus je pourrai aider de familles, plus je serai ravie. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine sur tout à fait autre chose. Mais je vous en dis pas le plus. Bye!